Il est 19h30 à Pointe-Noire, même heure à Brazzaville. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé du mardi 10 septembre 2024 sur ABCR TV. Au sommaire de l'actualité, Pointe-Noire a désormais une salle conforme pour la conservation de la mémoire nationale. Lydie Pongol, ministre de l'Industrie culturelle, a inauguré ce lieu ce mardi matin. Puis en sport, sortie ratée des Diables Rouges du Congo dans les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc après la défaite 2-0 face à l'Ouganda. Les détails. Une fois de plus, bonsoir. Le bâtiment abritant la salle de conservation des archives nationales à Pointe-Noire a été inauguré ce mardi 10 septembre 2024 par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongol, en présence des autorités locales et des partenaires œuvrant dans ce projet. Les détails dans ce reportage de Jérémy Bakwa. C'est Jean-Baptiste Mpouele Mavungu, administrateur maire de Mongompuku, représentant sa collègue de Lumumba, qui a souhaité la bienvenue à ses hôtes, tout en louant l'installation de ces lieux de conservation des archives nationales dans cet arrondissement. Ensuite, Jean-Luc Magré, représentant de l'ONG Family Church, a souligné l'intérêt de l'installation de locales réhabilités mis dans les normes de conservation requises des archives. C'est une des missions que Family Search a à travers le monde pour préserver les archives afin qu'elles puissent être protégées des dommages que le temps ou les événements peuvent leur causer. Nous avons une attitude depuis de nombreuses années de numériser les archives afin de permettre aux chercheurs de mieux découvrir leur héritage et à certains de mieux connaître leurs ancêtres ou leurs racines. Mettre en valeur par une indexation qui permettra aux personnes de trouver plus facilement ce qu'ils cherchent. Quant au directeur des Archives nationales, Brice Owabira, il a présenté le travail technique réalisé par le partenaire Family Church. Ce bâtiment que nous allons inaugurer sous peu est composé de deux blocs. Il s'agit du bloc technique et du bloc administratif. Le bloc technique est composé d'une salle de conservation des archives, d'une salle de tri et de traitement des documents, d'une salle de consultation des documents également. Le bloc administratif, par contre, est composé de deux bureaux pour le conservateur et ses assistants, et de deux sanitaires. Le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et de loisirs, Lydie Pongo, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de la conservation de la mémoire. Cette initiative s'inscrit dans la politique globale de la conservation de la mémoire nationale de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Il a déjà engendré de grands chantiers de sauvegarde des identités des peuples à travers tout le pays. C'est le cas du projet de la mise en valeur du site historique de Luango aux environs de Pointe-Noire. Enfin, la coupure du ruban symbolique pour la remise de ce projet au public et la visite guidée des lieux ont couronné cette cérémonie. Et l'actualité, c'est aussi le jubilé du cinquantenaire de la chorale Centre de Mpaka qui a été célébré ce week-end dans l'enceinte de la paroisse EEC de Mpaka en présence des anciens de la chorale et de nombreux invités. Le point dans ce reportage. Plantant le décor, le pasteur de la paroisse EEC de Mpaka, Robert Keta, a souhaité la bienvenue à tous ses hôtes avant l'édification du peuple de Dieu sur le thème de l'événement par le pasteur Roland Kaya à travers la lecture tirée des Colossiens chapitre 3 verset 17. Ensuite, la prière, puis l'ouverture de la scène pour le premier acte.
Des groupes invités ont tour à tour monté sur scène pour souhaiter joyeux anniversaire à la chorale Centre de Mpaka et glorifier le Seigneur tout en offrant parfois des présents au bureau de la chorale. Un moment d'offrande a accompagné cette première sortie. Deuxième acte, la sortie en tenue aube bleu et blanc pour la suite du spectacle. Les groupes invités à cette cérémonie ont été gratifiés d'une attestation de participation remise à la fin du spectacle. Je remercie d'abord le Seigneur qui a permis que cette activité se réalise dans de bonnes conditions et surtout félicitations à la chorale Centre de Mpaka pour ce travail de fond qu'ils ont vraiment réalisé aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce genre d'événement, mais ça a été vraiment au top. Le secret, c'est que lorsque nous avons mis ça à table, nous avons remis ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous a gardés pendant 50 ans et on ne pouvait pas passer pieds joints sans demander la main chez le Seigneur pour qu'il est là. Si nous l'avons organisé, c'est pour pêcher les âmes, pour faire connaître Dieu auprès des jeunes. Signalons que cette fête qui prend fin ce lundi 9 septembre par une messe d'action de grâce s'est tenue sous le thème « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas ». Puis bientôt le démarrage des travaux d'aménagement des voiries urbaines de Pointe-Noire. Les différentes parties impliquées dans ce projet se sont retrouvées il y a quelques jours pour les derniers détails. Suivez. Figurant sur la liste des avenues à aménager dans le cadre du projet d'aménagement des voiries urbaines de la ville de Pointe-Noire, l'avenue de la Liberté dans le 3e arrondissement Tietier sera bientôt mise en chantier. Selon les responsables de l'entreprise soumissionnaire retenue pour ce lot 5 du projet, l'avenue de la Liberté sera aménagée sur 3 km 800 et les travaux seront exécutés sur un planning de 14 mois, a-t-il indiqué. Par ailleurs, les entreprises soumissionnaires choisies ont déjà perçu les avances de démarrage des travaux qui devront débuter sous peu dans la ville. Les échanges entre les différentes parties autour de ce projet ont permis à la mairie centrale de garantir toute sa disponibilité aux entreprises pour des meilleurs travaux et dans les délais fixés. Parlons hygiène et environnement dans ce journal. La problématique de l'hygiène dans les restaurants de fortune se pose avec acuité. Selon quelques citoyens rencontrés, les services habilités devraient accompagner ces activités dans la sensibilisation pour protéger les consommateurs. Images et commentaires. Avec des mets dont les prix sont souvent à la portée de toutes les bourses, les restaurants de fortune attirent du monde à Pointe-Noire. Certains citoyens viennent s'y alimenter pour diverses raisons, dont celles liées à la proximité ou aux faibles revenus, d'autres par convenance personnelle. Seulement, les conditions d'hygiène dans la plupart de ces restaurants n'obéissent pas aux normes et font parfois perdre l'appétit aux plus exigeants. La question que se pose plus d'un citoyen averti, c'est où est passé le service d'hygiène, censé veiller au bien-être des populations. L'hygiène n'est pas appropriée dans les restaurants de la rue. Les clients peuvent tomber malades parce qu'il y a de ceux qui sont sensibles. Quand ils mangent quelque chose qui n'avait pas été bien nettoyé, il peut avoir mal au ventre, c'est lié aux bactéries et à la colopathie. Et il y a aussi l'indigestion. Il faudra que le service d'hygiène ait la capacité de se lever pour voir les conditions qui sont appropriées et adaptées pour les restaurants. Quand tu vois déjà les conditions de laver les mains, le seau, les gens se lavent les mains sur un même seau, mais on est en train de se partager la maladie, le microbe tourne autour de tout le monde. Les rideaux sont sales, ça c'est vrai, surtout dans les restaurants pratiquement qu'on appelle vulgairement les malais, voilà. Vous allez remarquer qu'il y a la bouffe qui est exposée, plein de mouches, et vu qu'on est dans le besoin, l'hygiène est très nécessaire pour la santé. La conscience des tenancières ou tenanciers de ces restaurants de fortune et la responsabilité du service d'hygiène sont ainsi interpellés face à ces conditions d'hygiène peu favorables à la santé des consommateurs exposés aux maladies alimentaires, aux conséquences parfois graves. Tout autre chose dans ce journal, le rapport entre le diplôme et la compétence est au centre du changement
de paradigmes opérés dans les sociétés actuellement sous d'autres cieux. L'attention est plus portée vers la compétence, contraire au diplôme, nous rappelle cette analyse de Motive Tivongo. Décerner des diplômes à des étudiants arrivés en fin d'un cycle d'études est une tradition dont les origines remontent au Harvard College en Amérique. Et la première remise a eu lieu un 23 septembre 1642. À l'occasion, 9 étudiants ont reçu chacun un livre des arts comme symbole pour représenter, s'il nous plaît, leur réussite et non leur développement. Il est de signaler que ces livres symboles étaient restitués à l'école à la fin de la cérémonie d'émulation. Et ce n'est qu'en 1813 que Harvard décerna à ses étudiants des diplômes de taille uniforme avec un texte commun, donc un diplôme papier qu'ils pouvaient désormais conserver. Le diplôme en latin et en grec ancien veut dire diploma. Entendez, papier plié en français. C'est justement de ce papier plié qui fait parler de lui qu'il s'agit dans cette analyse. La mauvaise compréhension de la place et des limites du diplôme par les érudits de par le monde, ceux du Congo en l'occurrence, est au cœur de bien de problématiques, sinon l'un des obstacles majeurs au développement de notre société. Il y a un grand fossé entre la politique des diplômés et l'état des lieux du Congo. À travers les âges, ces politiciens diplômés ont véhiculé des stéréotypés qui ont montré leurs limites aujourd'hui. Ils ont fait dire qu'on ne peut se développer dans la vie qu'en passant plusieurs années sur le banc de l'école, étudier plusieurs matières, obtenir une foultitude de diplômes pour prétendre se développer dans la vie, occuper des hautes fonctions professionnelles ou étatiques, ou encore pour justifier avoir des compétences dans tel ou tel domaine. Malheureusement, nombreux courent les rues et plus grave, deviennent des quémandeurs avec des gros diplômes dans le sac, mais appelés chômeurs. L'embauche dans les entreprises est assujettie au diplôme et la barre est hautement placée. Bac plus 5, sinon plus 10. Mais pas seulement. Une expérience tout aussi de 5 voire 10 ans est exigée. Voilà, nous semble, qui alimente à sa manière le sous-développement, les problèmes de l'emploi, en effet de la pauvreté dans notre pays. Car des talents se meurent, des compétences sont méprisées et méconnues par les adeptes du culte du diplôme. Pendant que le peuple attend la réussite socio-économique, venant même de celui qui n'a jamais été sur le banc de l'école, mais qui a de la compétence pour produire des résultats. Les politiciens et cadres congolais, eux, sont obsédés par le complexe du diplôme. Et pourtant, le Congo regorge des diplômés de tout acabit, de toute référence intellectuelle. Que vous dis-je? Nous avons un président, un premier ministre et des ministres diplômés, des préfets diplômés, des conseillers à la présidence diplômés, des maires diplômés, des secrétaires généraux diplômés, des directeurs généraux et centraux diplômés, des TPG diplômés, des députés et sénateurs diplômés. Vous pouvez compléter la liste. D'où vient-il que si le développement, donc l'amélioration des conditions de vie des populations était assujettie au diplôme, que l'administration, la santé, l'éducation, la sécurité, l'alimentation, l'eau, l'électricité, les pièces d'identité, les infrastructures tous azimuts, l'économie, même l'agriculture et la pêche, soit encore, après des décennies, des problématiques à donner des maux de tête au sein de notre société. C'est la compétence qui bâtit une nation. Elle n'est pas et ne dépend pas d'un diplôme ou des diplômés, mais elle, la compétence, est le sens du savoir-faire et du savoir-être, l'on dira inné, et qu'il faut développer à l'école de la vie. C'est pourquoi l'on parle des autodidactes qui ont fait des prouesses ça et là. La compétence est plus forte que des longues études, plus forte qu'un simple papier dit diplôme, qu'on peut obtenir, s'il vous plaît, par tous les moyens, vous le savez mieux que moi. Le diplôme ne devrait donc pas conditionner l'embauche, c'est plutôt le savoir-faire et le savoir-être. Il nous faut
certainement changer de paradigme. C'est pourquoi le système anglophone dit « Qu'est-ce que tu sais faire ?» mais le système français dit « Quel est ton diplôme ?» Hélas. Jugez-en vous-même l'effectivité du développement au sein de ces deux cultures et bien plus au sein de leurs colonies respectives. Vous m'en direz des nouvelles. Et la page internationale nous conduit au Sénégal, à Djibouti, au Kenya, en Libye, dans ce condensé de nos confrères de VO Afrique. La marine sénégalaise a indiqué avoir intercepté 2 pirogues transportant 421 migrants clandestins, dont 20 enfants. Dimanche, au moins 26 personnes ont péri dans le naufrage d'une pirogue au large de Mbour à l'ouest. Djibouti a proposé de co-gérer un port sur le golfe d'Aden avec l'Éthiopie. Les revendications éthiopiennes pour un accès à la mer sont source de vives tensions avec la Somalie. Au Kenya, l'agresseur de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei a succombé à ses blessures. Dixon Ndiema Marangash avait été brûlé à 30% lors de cette attaque mortelle devenue un cas emblématique des violences faites aux femmes. L'ONG Amnesty International a accusé mardi les forces armées de l'Est de la Libye d'avoir intensifié ces derniers mois la répression contre les opposants politiques, de bénéficier d'une impunité persistante pour des morts en détention et des violations graves des droits humains. Enfin, en sport, comment ne pas parler de la première déconvenue pour les Diables Rouges du Congo dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 après sa défaite à Kampala face à l'Ouganda, le point dans ce papier de la rédaction. Avec un changement, celui d'Antoine Makambu, les Diables Rouges peu agressifs ont été surpris par les grues de l'Ouganda dès la 21e minute. Physiquement au point, les joueurs ougandais, emmenés par Paul Put, vont se procurer d'autres occasions. Côté congolais, quelques changements opérés en seconde période par Isaac Ngata avec l'entrée de Prestige Mbungu ont apporté de la vitesse, poussant la défense ougandaise à la faute, mais mal appréciée par l'arbitre. Inefficaces devant les buts, les Congolais vont craquer à la 85e minute sur une attaque ougandaise conclue par Jude Tsimunkabi. Bello Israël Kissila, chroniqueur sportif. Notre équipe a du mal à enchaîner car lorsque le Congo gagne un match, la suite c'est soit un match nul ou une défaite. Donc il y avait déjà des comportements à revoir dès le match aller où on a senti une défense qui n'a résisté que pendant 45 minutes avec beaucoup d'erreurs. Je pense que les deux coachs devaient reconduire l'équipe du match aller en changeant l'avant-centre avec la présence de Vini Bara et sa taille pouvait bien inquiéter la défense ougandaise et surtout les côtés avec des attaquants comme Baswamina qui était impeccable lors de la première journée et Mbungu. Ça devrait vraiment faire l'affaire pour les Diables Rouges. 2-0, première défaite du Congo dans ses éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et c'est par ici que nous bouclons cette édition de 19h30 du mardi 10 septembre 2024. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.